Il y a une chose très mystérieuse pour moi. Hein. C'est l'attrait des femmes pour le pouvoir. Alors, je voudrais tout d'abord vous remercier d'être ici ce soir exceptionnellement et d'accorder ce long entretien. Je ne sais pas comment vous appeler d'ailleurs. Je vous appelle Monsieur le Président, Monsieur Valéry Giscard d'Estaing. Et vous, on m'appelle comme on veut. Oui, mais qu'est-ce qui vous fait plaisir? Il n'y a pas de fonction pour Monsieur le Président. Appelez-moi Valéry Giscard d'Estaing. Bien, parce qu'on sait que le titre... S'il vous plaît, on sait qu'un titre reste à vie. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce qui vous a été reproché? C'est André Berkoff qui posait la question, à savoir si vous étiez vraiment comporté comme un monarque absolu, dînant seul, par exemple. Je ne voudrais pas lui faire d'appel, mais c'est débile. C'est débile. J'ai rien changé. Ça, c'est des histoires. Si M. Berkoff ou d'autres voulaient vraiment se renseigner, l'intendant de l'Élysée vit toujours, c'est un homme très sympathique, c'est un intendant de la marine, que lui demander. Est-ce que j'ai jamais donné un ordre? Demandez-lui. Non. Il devrait peut-être qu'il nous écoute à la télévision. Il y a beaucoup de choses. Non, je suis desservi par ma taille. Alors, expliquez. On se méfie des grands. Parce qu'on croit que les grands vous regardent de haut. C'est un peu simple. D'autre part, c'est vrai, je suis un peu réservé. C'est la suite d'une timidité. Quand j'étais enfant, j'étais timide. Vous êtes timide, vraiment? J'étais timide. Parce que, mais on a du mal à vous imaginer timide. Non, mais vous auriez dû me rencontrer plus tôt. Non, quand j'étais enfant, j'étais timide. Et il m'en est resté une espèce de réserve. Il y a des choses que je ne peux pas dire parce qu'elles me font des émotions trop fortes, des choses comme ça. Donc il y a une réserve. Et puis c'est votre éducation aussi, peut-être, non? Vous savez, notre éducation était classique. On est allé dans les écoles. Oui, à l'ancienne, mais quand même grande bourgeoisie. Oui. Peut-être qui crée cette distance. Un petit peu. Et puis le temps a changé. Est-ce que c'était justement pour rompre tout cela que vous êtes allé vers les Français? Donc il y a eu ce fameux dîner avec les éboueurs, rencontres petit-déjeuner chez les Français. J'allais voir les prisonniers dans les prisons, ce qu'aucun président de la République n'a fait. Bien sûr. Aucun. C'est vrai. Mais alors là, il faut... Mais c'était pour casser l'image, c'était un plan de marketing. Non. Sérieusement. Non. Maintenant, vous pouvez tout dire. Je vous dis tout, on est là pour ça. Ouais. Non, c'était ma nature. Hein. C'était des décisions que je prenais. Par exemple, je n'ai pas eu un conseiller qui a dit ça serait pas mal, ça serait bien vu de l'extrême gauche que vous receviez les éboueurs. Pas du tout. À l'époque, vous vous êtes dit, voilà, il faut aussi savoir communiquer, puisque... C'est vrai, hein, tout le monde le dit, vous avez été quand même le premier président à avoir des méthodes de communication modernes, à l'américaine. Oui. Hein? Oui, parce que j'avais étudié un petit peu ça. Si vous voulez, j'avais beaucoup admiré Kennedy. John Kennedy, que j'étais allé voir quand il était président, et qui était un maître de la communication, mais ce n'est pas la communication artificielle, c'était de faire des choses qui font que les gens vous comprennent. Et puis, il y avait des livres. Il est apparu 2 ou 3 livres aux États-Unis sur la gestuelle, par exemple. Voilà. Il ne faut jamais être trop de face. Hein. Il faut penser au mouvement du corps, qui est très important. Et l'impression est donnée tout autant par le corps, par les gestes, savoir si on a les jambes détendues. Et vous y pensez là actuellement? Maintenant, oui. Encore maintenant? Encore maintenant, oui. C'est vrai? Oui. Là, vous pensez à la façon dont vous vous tenez? Un peu. Oui, un peu. Vous avez par exemple répété avant de venir? Non. La gestuelle? Non, ça vous ne le faites plus. Non, mais non, ça devient un peu automatique aussi, il faut dire. On sait qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Hein. Alors, c'est vrai que c'est vous qui avez le premier aussi inventé, alors qu'est-ce qu'on va dire, la pipolisation, c'est ça? C'est le nom qui a été employé de sa vie intime, c'est-à-dire qu'il vous êtes servi, entre guillemets, de votre famille pour la campagne électorale. Oui, parce que c'était déjà dans le monde moderne, si vous voulez, les Américains faisaient ça. Rappelez-vous, Jackie Kennedy jouait un rôle énorme. Alors, la première personne... Pardon, d'ailleurs, voilà, ça c'est votre épouse qui colle une affiche. Et puis, c'est une affiche sur laquelle il y a ma fille. On ne la voit pas parce qu'il n'y a que la moitié de l'affiche. Mais il y a ma fille. Parce que, j'ai toujours fait très attention. Mon épouse n'est jamais intervenue dans le pouvoir. J'avais vu une réunion du gouvernement, etc. Jamais. Mais en même temps, je pensais que le pouvoir en France, comme partout, ne doit pas être coupé de l'environnement proche. Et donc, il était naturel qu'il y ait des passerelles.
Sauf que vous avez ouvert une brèche, dans le fond, vous le savez bien, puisque aujourd'hui, oui. on assiste à une... Alors, qu'est-ce qu'on va dire, d'ailleurs? Oui, bon. Un foisonnement, Absolument, oui. non, Oui. de vie privée, Non, c'est d'hommes autre politiques. chose. Alors, qu'est-ce que vous pensez? À votre question, si vous voulez, je réponds. Oui. Les familles doivent être présentes, elles sont là, mais présentes comme elles sont dans la vie. Hein. Si vous prenez un chef d'entreprise, si vous prenez un préfet, vous voyez, ils ont une famille. Donc les présidents de la République ont une famille présente. C'est une façon de ne pas vraiment répondre. Mais alors, j'ai posé la question autrement. Est-ce que allez-y. vous estimez que certains vont trop loin? Je ne vous répondrai pas. Et pourquoi? Parce que je ne veux pas rentrer dans des... Non, voilà. Non, je crois qu'il faut garder une certaine mesure. Alors, on va parler du 3e tome que vous publiez, Le pouvoir et la vie, choisir aux éditions Compagnie 12. C'est donc votre fonction présidentielle vue de l'intérieur. Et on verra, c'est véritablement Dallas quand même, aussi les manigances. Hein. Oui. C'est quelque chose que personne ne vit et qu'actuellement en France, à l'exception du président Chirac, personne ne peut vivre. C'est le vécu du pouvoir. Et c'est pour dire aux gens, je vais vous dire comment ça se passe. Alors, est-ce qu'on se sent tout puissant à ce moment-là? Non. Non, pas Jamais tout puissant. on ne perd pied? D'abord, on a beaucoup de gens autour Oui. qui vous parlent. Je ne sais pas pourquoi on croit qu'ils ne vous parlent pas. Ils vous parlent. Dans les grandes décisions, on est assez seul. C'est vrai, quand j'ai eu l'histoire de Colbézy, par exemple, j'étais seul. Je passais la nuit, j'étais à l'Élysée, je me disais, voilà, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas? Et c'est à vous de décider. Personne ne décidera à votre place. Donc, dans votre livre qui crée l'événement, ces temps-ci, vous parlez donc des trahisons. Et la presse, vous le savez, a surtout d'ailleurs repris. Je le regrette. Oui. Vous regrettez quoi? D'avoir parlé de... Non, pas d'avoir parlé. Il faut raconter les choses telles qu'elles sont. Il y a 25 ans, on ne va pas cacher la vérité sur ce qui s'est passé. Alors, vous racontez comment vous avez été trahi, entre guillemets, par votre Premier ministre de l'époque, qui était Jacques Chirac. C'est plutôt Mitterrand qui le raconte. Il y avait eu la rumeur qu'il y avait eu un accord entre Mitterrand et Chirac. On parle bien de 80. Voilà, 80. Mais le président Chirac l'avait toujours démenti en disant c'est faux, c'est les journalistes qui racontent des histoires, c'est pour me nuire, ainsi de suite. Donc je voulais, moi, avoir une affirmation factuelle. La seule personne qui pouvait le dire, c'était Mitterrand. Que vous l'avez rencontré en 95, voilà. Un peu de temps avant sa mort. Le président Mitterrand était malade, mais enfin vraiment, hélas, vraiment en fin de vie. Je suis allé le voir, c'est lui qui a parlé. J'ai posé des questions, mais enfin, en fait, c'est lui qui a parlé. Vous vouliez savoir, puisque c'est vous qui avez demandé quand même à Oui, non, j'ai posé des questions. Et il dit, je n'aurais jamais été élu sans les voix que m'a apporté votre concurrent. Sans les 550 000 voix. De Jacques Chirac reportées sur... Simplement, vous êtes allé chercher une information en allant le voir. Vous vouliez, parce que vous le saviez. Dans le livre, moi, c'est ce qui m'a frappé. C'est que vous aviez envie de l'entendre de lui. En fait, vous vouliez savoir comment ça s'était passé. Parce qu'à l'époque, entre les deux tours, il y a la rumeur, vous le savez, que Jacques Chirac et François Mitterrand auraient déjeuné ou dîné ensemble. Vous entendez dire qu'autour de Jacques Chirac, on appellerait à ne pas voter pour vous. Et qu'est-ce que vous faites? Alors là, c'est incroyable. Vous prenez vous-même le téléphone pour vérifier cette rumeur et vous avez appelé vous-même son état-major. Oui, moi-même, parce que j'étais dans mon bureau. Je me vois encore un bureau d'angle de l'Élysée. Et un de mes collaborateurs me dit, vous savez, on nous dit que la permanence de Jacques Chirac appelle à voter Mitterrand. Je me dis, non, c'est une histoire. Si, vraiment, il y a des gens qui ont téléphoné. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et je me dis, je ne vais pas appeler de mon bureau, parce que c'est pas mon bureau, je vais aller dans l'appartement. C'est une chose un peu privée. Alors je m'en vais, je fais le trajet, je m'assieds, je prends un téléphone classique, je fais le numéro. Et j'entends alors je tombe sur une standardiste, une secrétaire, et je dis, voilà, je voudrais parler à un responsable. Et je me dis, elle va me reconnaître. Parce que comme j'étais assez souvent à la télévision, puis j'ai peut-être une voix... Vous avez une voix reconnaissable. On ne peut pas dire le contraire. Je ne peux pas déguiser ma voix, que je suis incapable de le faire d'ailleurs. Et donc je prends un mouchoir et je le pose sur l'endroit où on parle. Peut-être que ça, j'avais lu quelque part dans un roman policier, je sais. Bon, alors je mets ça, et je dis, voilà, je voudrais parler à un responsable. Qui êtes-vous?
Je dis voilà, je suis un militant et j'appelle parce qu'il y a le deuxième tour dimanche prochain, je veux savoir pour qui, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, il dit, il ne faut pas voter pour Giscard. Il dit, oui, ça, j'ai entendu dire ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'abstenir? Ou est-ce que ça veut dire qu'il faut ne pas prendre part au vote? Vous n'avez rien compris. Il faut voter Mitterrand. Puis on raccroche. Alors voilà. Bon. Et là, je reste assis. Je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que c'est? On sent que vous en avez été meurtri. Oui, bien sûr. Oui. Vous gardez la cicatrice. C'est ce que vous dites. Ça aussi, c'est une phrase. Hein. Oui. La souffrance s'en va, mais la... C'est souffrir passe. Avoir souffert ne passe pas. C'est une phrase qui est écrite dans un bâtiment qui est maintenant appartient à la mairie de Saint-Denis, qui était le couvent. Et alors les religieuses dans le couloir peignaient des espèces de phrases comme ça, et qui y étaient encore. Pourquoi ça vous émeut, ça? C'est une belle phrase. Forte. C'est fort. Hein. Mais ça veut dire que c'est très, très, très présent, oui. Tout ça. Oui. Ce qui veut dire que vous n'auriez jamais trahi? Non, j'ai jamais... Enfin, alors, et vous n'avez jamais fait de coup bas? Vous savez, il faut faire attention quand vous affirmez ça, il faut repasser en vue tout. Mais... Je crois n'avoir jamais menti. Je crois. Sauf quand vous avez téléphoné à l'état-major pour dire que... de Jacques Chirac. C'est un petit mensonge. Oui, pour connaître la vérité, vous êtes pardonné. Oui. Non, enfin, mentir, c'est... Oui, en plus, c'est fuir. Je plaisantais. Oui. Non, je crois... Enfin, c'est difficile à dire, mais je crois n'avoir jamais menti. D'ailleurs, je disais récemment, Raymond Barre n'a jamais menti non plus. Je suis sur la tête courante, je ne peux pas croire que... Donc, mentir ne fait pas partie de la vie publique. Et la trahison n'est pas une nécessité de la vie politique? C'est plus compliqué, ça. Il y a quand même des alliances, des mésalliances. Mots, je ne l'emploie pas. D'ailleurs, il n'est pas dans mon livre. Je trouve qu'il y a des règles. Hein, et je crois qu'il faut quand même s'en tenir à ces règles. Parce que sinon, on entre dans un univers qui est très, très dangereux, très désorganisé. Est-ce que vous avez reparlé de cela avec Jacques Chirac? Non. Jamais? Non. Parce que vous aviez dit que vous n'en parleriez pas du temps de sa présidence. Voilà. Non, je n'ai pas dit du temps de sa présidence. Du temps où ça pouvait nuire à ses ambitions. Hein. Parce que je ne voulais pas nuire ni à l'ambition de François Mitterrand, ni à l'ambition de Jacques Chirac. Donc tant qu'ils étaient, ou pouvaient être, candidats à une fonction, c'est pour ça que je n'ai pas publié mon livre. Mais maintenant, ça fait 25 ans, le temps a passé, voilà. Sauf que ça signifie que pour vous, donc Jacques Chirac ne peut pas être candidat à la prochaine présidentielle. Je crois que c'est une évaluation raisonnable. Je suis pour la limitation à 2 mandats. J'ai toujours dit, je me serais appliqué à moi-même, c'est la grande règle internationale à l'heure actuelle, c'est dans la Constitution européenne, ainsi de suite. Donc je crois qu'en effet, dans le monde moderne, il ne faut pas faire plus de 2 mandats. Le jour où vous avez été élu, qu'est-ce que vous vous êtes dit dans votre fort intérieur? Alors, rien. C'est vrai? Non, enfin, je veux dire par là. Je l'espérais, j'étais content et je ne voulais pas réagir parce que je ne voulais pas que ce soit un événement personnel. Je me dis, j'accède à une fonction que je vais exercer. Voilà, c'est tout. Hein. Mais c'était pas... Il n'y avait pas le côté de l'acteur qui sort de la scène et qui se fait applaudir. Non, c'était simplement... C'était assez continu. Hein. J'arrive à un endroit où je suis heureux d'être et où je vais pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Pas plus. Pas plus? Non. Pas de fête? Ah non, pas du tout. Non. C'est vrai que c'est difficile de vous croire. C'est une... C'est ma nature. C'est votre nature de contrôler vos émotions à ce point, alors que vous dites par ailleurs que vous êtes, justement, vous n'êtes pas un animal punitique parce que vous souffrez trop et que vous êtes capable de pleurer. Oui, je suis capable de pleurer, ça s'est vu 2 ou 3 fois. Non, c'est pas contrôler ces émotions, c'est ma façon de sentir. Quand il y a des dangers, des crises, etc., je reste tout à fait calme. Ma nature reste tout à fait calme. Donc elle reste calme vis-à-vis du bonheur, du succès éventuel, et elle reste calme de l'autre côté. Elle est comme ça.
Alors, je voudrais que vous écoutiez, si vous permettez, vos enfants qui ont assisté à votre départ, qui étaient auprès de vous. Et il y a Jacinthe, d'ailleurs, votre dernière fille, qui a une question à vous poser. Écoutez. Retour en 1981, Valéry Giscard d'Estaing a perdu l'élection présidentielle. Il ne voulait plus entendre parler des médias, ça c'est sûr. Il ne lisait plus les journaux, il ne regardait plus la télé. Parmi les émissions qu'il acceptait, qu'il regardait volontiers, il y avait Dallas et Santa Barbara. Parce que ça, c'était pour lui une vraie décontraction. Et puis c'était complètement déconnecté de tout ce qui était la vie politique et les souvenirs qui étaient encore très sensibles. Donc quand il a quitté l'Élysée, après la passation de pouvoir, il avait décidé de repartir à pied. Il n'était plus président, c'était terminé, il avait passé le relais. Il était redevenu un simple citoyen. Il avait donc demandé à mon frère Henri de venir le chercher avec sa voiture personnelle devant l'Élysée. Et là, je regardais ça à la télé, et il y a eu une bande de gens qui étaient venus pour le siffler et le huer. Et donc, je voudrais savoir ce qu'ils se sont dit à ce moment-là avec mon frère dans la voiture. C'est une question directe. On s'est dit deux choses. Oui, j'espère que c'est exact. Un, c'est honteux. C'est honteux. C'est-à-dire qu'en France, qu'on fait des trucs pareils, voilà un président de la République qui a exercé sa fonction, qui en effet est remplacé par un autre, qui est à l'Élysée pour transmettre son pouvoir à un autre, qui sort et qui s'en va. Il y a une bande de types qui viennent le huer. C'est honteux. Donc, c'est honteux. Et deuxièmement, qui est-ce ? Qui est-ce ? Parce que j'étais sûr que ce n'était pas les Français habituels. C'était organisé. Vous ne faites pas, vous n'avez pas eu, c'était pas très nombreux d'ailleurs, c'était quoi, 150, sur une espèce d'estrade, je ne sais pas où vous avez trouvé ça d'ailleurs, en face de la porte de l'Élysée où il y a de la police, où il y avait tout un cérémonial. On ne s'installe pas sur une estrade à 150 si on n'est pas autorisé, plus ou moins, ou convié. Voilà. C'était nos deux questions. C'est intéressant de vous entendre, hein, parce qu'on se demande comment cohabite, c'est le cas de le dire, mais en vous, autant de distance et en même temps autant de fragilité extrême aussi, parfois. Sensibilité. Oui. Sensibilité, fragilité, les deux. Oui. Et comment, d'ailleurs, vous avez géré ce paradoxe en vous quand vous étiez à la présidence ? Parce que là, je voudrais rebondir donc sur ce livre, hein, où vous racontez quand même Dallas. C'est Dallas. D'abord, j'aimais Dallas. Mais alors, j'ai regardé tout Dallas d'un bout à l'autre. Mais c'est incroyable. Vous avez regardé Dallas après, ça c'est ce que dit votre fils, c'est très très drôle. Franchement, son univers impitoyable, Dallas, voilà, après avoir quitté le pouvoir. Ce n'est pas le même. Oui, non, mais quand même. C'est pas le même univers impitoyable, c'est une autre forme. Enfin, ça a dû être sacrément quand même violent, après coup, votre départ, par rapport à ce que vous aviez vécu, pour que votre fils dise, il ne regardait plus la télévision, plus les informations, c'était fini. Quand, d'abord, je crois que c'est une façon de se protéger, en réalité. On ne veut plus en entendre parler. Parce que tout ce qu'on entend vous blesse. Oui, blesse au sens fort, on fait mal. Hein. Donc on ne veut pas. On n'est pas blindé. À quoi ça sert ? On n'est pas blindé. Pas du tout, non, pas du tout. Vous n'avez jamais été blindé aux critiques ? Non. Jamais. C'est pas les critiques. C'est, enfin, bon, d'une part les critiques, mais rien, les allusions, les présentations. Là, on a développé à partir de mon départ une théorie qui était très blessante, qui était la théorie du rejet. Il a été rejeté. C'est absurde cette histoire. J'avais eu 48% des Français après 7 ans. Ce n'est pas le rejet. Mais si vous entendez ça, il est rejeté, parce que, etc., ça vous blesse profondément. Là, on a parlé de choses très, très sérieuses, oui. Et de tout ce qui était difficile, lourd. Hein, un peu. Voilà, en fonction de président, mais il y a des choses plus sympathiques, non ? Vous en avez ? On continue, hein ? Oui, tout à fait, tout à fait, oui. Je continue. Alors, quels sont les avantages de la fonction ? Les avantages, bon, il n'y a pas d'avantage au sens matériel. Enfin, la vie est très facile, puisque vous êtes transporté, logé. Parce que c'est vrai que ça, c'est une chose qu'on entend tout le temps. Bien sûr, tout le monde veut être ministre, président, parce qu'il y a beaucoup d'avantages. Ça vous donne des avantages de vanité, auxquels je suis relativement peu sensible, et puis des avantages matériels, de confort et de facilité. Le fait est que quand c'est fini, on ne sait plus faire une queue.
On ne peut pas lâcher un billet dans une gare, on ne sait pas le faire. On ne prend plus un moyen de transport en commun. Donc il y a quand même une espèce de vie à part, qui est une vie assez agréable, il faut dire, assez agréable, comporte pas davantage matériel, c'est-à-dire qu'on gagne, on est payé, ça correspond à peu près à vos dépenses, ou un peu plus, mais enfin, c'est pas du tout comme les grands chefs d'entreprise, ça n'a pas de rapport. Et au niveau de la séduction, est-ce que ça rend plus irrésistible? Ah oui. Ça, c'est vous que devriez le dire. Il y a une chose très mystérieuse pour moi. C'est l'attrait des femmes pour le pouvoir. Qu'est-ce que c'est? Alors, ne me posez pas la question, parce que, alors, justement, je ne voudrais pas vous déplaire. Voilà. Mais je me pose la question aussi... Vous ne l'éprouvez pas, vous? Non. Ah, vous êtes un cas. Vous êtes un cas. Je suis désolée. Il y a une fascination. Donc, vous en êtes rendu compte? Ah, tout à fait. Mais alors, ça existe à beaucoup de niveaux, il faut dire. Et par exemple, dans les publics de mes réunions, je voyais les femmes, en fait. Je voyais leur visage. Parce qu'elles vous regardent plus que les hommes. Les hommes sont un peu conscients d'eux-mêmes, réfléchissants, en fait, etc. Les femmes vous regardent, en fait. Et vous voyez qu'elle regarde le pouvoir, c'est l'homme de pouvoir. La domination, c'est peut-être archaïque, non? Oui, comme sentiment. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'êtes pas moderne. Je ne suis pas moderne. Vous n'êtes pas moderne. Il faut que ça, c'est des sentiments de... Mais non, c'est justement, moi je trouve que je suis très moderne, parce que c'est archaïque de succomber au pouvoir des hommes. Ça, c'est archaïque. Oui, je suis d'accord. Ah oui, justement. Oui. Mais ça subsiste. C'est un principe archaïque. C'est un principe archaïque. En fait, du mal dominant. Maintenant, ça change avec les femmes. Oui, ça va changer. C'est en train de changer. Il y a quelque chose d'assez curieux, c'est que... Bon, on pense toujours à la séduction ultime, mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait qu'il y a un contact chaleureux. Et que, par exemple, quand vous êtes dans une foule et que vous serrez les mains des jeunes femmes, vous les embrassez, etc., il y a un contact, quelque chose qui se passe. Ce n'est pas uniquement la séduction au sens sexuel, etc. Non, c'est quelque chose de différent. Et j'ai dit, pas dans ce livre-là, mais dans un livre précédent, que j'aime les Françaises. Oui. Je trouve que... Vous aviez même dit, j'ai noté la phrase, vous voyez, je l'ai. J'étais amoureux de 17 millions de Françaises. Oui. Parce que autant, les hommes, on peut nous critiquer, on ne s'en prive pas, mais les Françaises, elles sont très remarquables. Elles sont assez libres, elles sont jolies sans en faire trop, n'est-ce pas? Elles ne sont pas exhibitionnistes, Et donc, j'étais amoureux d'elles. Et alors, étant amoureux d'elles, quand vous les voyez dans une foule, elles le chantent. Mais amoureux d'elles, amoureux de la femme? Oui, la femme, c'est des personnes. Comment? C'est la femme. Oui, non, mais on ne peut pas être amoureux de toutes les femmes. J'entends bien ce que vous dites. Oui, parce qu'on c'est une expression littéraire. J'ai bien compris. Non, mais j'ai bien compris. Oui, mais expression littéraire qui a un sens. Oui, mais c'est une déclaration quelque chose qu'on sent. Oui, absolument. Et d'ailleurs, elles ont voté pour moi. Même à un moment où je perdais. Et puis, ce qu'il n'a pas dit, c'est excellent, son papier d'ailleurs. J'espère que son livre ne fera pas concurrence au mien. Il est déjà sorti. Il est sorti. Oui. Non, c'est que j'avais 48 ans. Alors, quand il dit mes prédécesseurs, Charles de Gaulle avait 20 ans de plus que moi, 25 ans de plus que moi, donc c'est très difficile de faire la comparaison. Mais ça veut dire que personne ne résiste à un président de la République? Ne résisterait. Ne résisterait? C'est l'Académie française qui parle, là. Vous avez raison. Mais en même temps, ma question au présent a aussi son sens. Ah oui. Maintenant, je ne peux plus répondre. Je ne suis plus en fonction. Personne ne résisterait... Non, mais dans ce que vous avez vécu, Valéry Giscard d'Estaing... On ne dirait pas personne, mais enfin, en effet, peu de monde. Ça, c'est quand même... C'est une grande interrogation, quand même. Une grande interrogation, oui. Mais enfin, qui n'est pas nouvelle, parce que si vous prenez l'histoire de France, vous retrouvez ça à toutes les époques de l'histoire de France, en fait. Alors, quand je vous écoute, finalement, vous êtes vraiment un homme de pouvoir, mais avec une sensibilité féminine. Est-ce que ce n'est pas cela, finalement, que vous avez, cette dualité? Est-ce qu'elle est proche de celle des femmes? Elle est proche de celle de ma mère, qui était un personnage très important, et précisément très sensible. Donc il est probable que dans l'éducation, dans l'imitation, il doit y avoir cet aspect, en fait. Votre mère, c'est vraiment un personnage important. Oui, très important. Oui, très important et un modèle. Alors je voudrais revenir juste, pour finir, à ces 25 ans.
Donc, qui se sont écoulés depuis la fin de votre présidence. Vous disiez tout à l'heure que, voilà, sur le moment, une certaine sérénité. Je crois que c'est le mot que vous avez employé. Juste sur le moment. Juste sur le moment. Et peu à peu, donc la tristesse, une véritable tristesse qui s'empare de vous. Et tout réapprendre, ce que vous disiez. Alors, après cela, en effet, d'abord un sentiment, deux sentiments. Une œuvre interrompue, parce que je voulais aller plus loin. Bon, je l'aurais interrompu plus tard, de toute façon. Bon. Mais enfin, je voulais aller plus loin. Une œuvre interrompue et une inutilité personnelle. Parce que j'ai toujours été utile avant. C'est-à-dire que le matin, à 8h30, j'avais quelque chose à faire. J'allais au ministère des Finances, des trucs, etc. La présidence de la République, tu ne cours rien, on ne fait rien, on ne sert à rien. Rien. On devient inutile. Et être inutile à 55 ans, qui était mon âge quand j'ai quitté la présidence, c'est très pénible. En fait, alors j'admire les gens, enfin, ils ont des vies différentes, naturellement, qui souhaitent arrêter leur activité. Moi, pour moi, au contraire, c'était l'épreuve absolue. Alors, j'ai été aidé par deux choses, en fait, après, si vous voulez. D'abord, par l'Auvergne. Ça vous paraîtra bizarre, pas par les économies, mais par Ça peut compter aussi, si on a mis de l'argent de côté. Ça compte aussi, d'ailleurs. Non, par la gestion en Auvergne, donc j'ai été à nouveau parlementaire et président du conseil régional. Et l'autre chose, c'était la Convention européenne. Et ça m'a donc beaucoup libéré de ce poids, de cette tristesse d'auparavant. Oui, mais qui était forte, hein, puisque vous dites que votre douleur était... Enfin, par la suite, était aussi tenace que celle du jeune Spartiate dont le renard dévorait le foie, la morsure d'une inguérissable nostalgie. Oui. Je cherchais les mots. Hein. Quel était le mot ? C'est pas mélancolie, c'est un mot de douceur. Non, c'est nostalgie. Et ça se réfère toujours à votre départ ou c'est... Non, départ, c'est pas le jour du départ. Non, c'est l'interruption. C'est l'interruption, la fin de quelque chose. Oui, la fin de quelque chose, oui. Quelle est la plus belle période de votre vie ? Quand j'étais ministre des Finances. Oui. Ce n'est pas quand vous étiez président ? Non. Quand j'étais ministre, c'est ce qui me convenait, en fait. Parce que d'abord, la fonction me convenait. C'est à la fois très précis. On a beaucoup de choses à décider. Il y a une pression du public ou des médias, mais qui n'est pas très forte. Elle existe, elle est pas très forte. Et puis, quand on quitte le ministère, c'est fini. On rentre chez soi. Quand on part en vacances, on part en vacances. Hein. Président de la République, ça ne s'arrête jamais. Vu les coups que vous avez reçus, est-ce qu'aujourd'hui, sachant, vous seriez de nouveau président de la République ? Oui. Le fait d'avoir été le responsable de la France pendant 7 ans, c'est formidable. C'est formidable. Réfléchissez, c'est formidable. Donc on en est très fiers, même si c'est fini. Voilà, merci beaucoup. Vous voulez ajouter quelque chose ? Non, je vous remercie. J'étais content parce que, je veux dire, vous avez parlé comme quelqu'un qui on parle, pas quelqu'un qu'on piège, pas quelqu'un qu'on interroge, quelqu'un qui on parle. Vous me parlez comme je vous parle et je crois qu'on a échangé un certain nombre d'impressions et de connaissances de l'une et de l'autre. C'est pour ça que vous étiez ici. Merci beaucoup pour votre confiance. N'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien, et à commenter les vidéos.